Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'avoir accepté, enfin en tout cas d'avoir montré un intérêt pour participer. On va parler essentiellement en français, mais il y aura un intervenant en anglais. Fabian Naumann from ISIS will speak about the situation of negative price in electricity negative price in the EU context. Donc le contexte des prix négatifs, comme vous le savez, est un sujet assez chaud de la rentrée depuis déjà un petit temps. On se proposait de faire ce point. Normalement, donc, il va y avoir Anne-Sophie Dessillon de la Creux qui va intervenir. Elle n'est pas encore là, mais je ne doute pas qu'elle nous rejoigne. Elle m'a indiqué qu'elle avait une réunion juste avant, donc le temps de venir pour exposer. Ce que je vous propose. Bah, tu peux peut-être présenter l'association, Stéphane, Ah pour ceux oui, qui la oui. connaîtraient pas trop. T'as raison, t'as Voilà. raison, t'as raison. Donc moi, ENR je pour m'appelle tous. Stéphanie, il a raison, Tristan. Donc moi, je m'appelle Stéphanie, je suis président de l'association Énergie Renouvelable pour tous, qui est un collectif qui s'est créé il y a à peu près 2 ans et qui a vraiment pour objectif de défendre les énergies renouvelables. On a comme un peu marque de fabrique d'avoir porté un recours avec l'assistance de Corinne Lepage contre l'État sur les objectifs des énergies renouvelables. Et donc, et puis donc, on mène un combat, c'est peut-être pas le mot, mais on mène une activité assez forte de publication de contenu et de défense des énergies renouvelables, principalement éolien et solaire, mais pas que. Je vous encourage à venir voir le site, à nous suivre sur le site internet et à suivre les Hein? publications. Parmi nos éminents membres, il y a Xavier Daval. Et donc voilà. Ce que je vous propose, c'est de basculer, je pense, à faire venir Anne-Sophie Dessillon de la Creux Hein, elle est arrivée? Oui, oui. Oui, oui, je suis Parfait. là. Bonjour. Ah, parfait. Merci Anne-Sophie d'être là. Donc de la Creux, donc je vais laisser les intervenants à chaque fois faire leur introduction, une petite introduction, et puis démarrer. Fabian, you will be the first to speak. So I'll leave you the floor. I guess you have some slides. So I believe you are the master of the slides. Une intervention. So we leave you the introduction of the seminar. Alors, j'aime bien mettre à chaque fois une. Okay, let me know when you can see it. Yes, I started sharing my screen. we can see it. Okay, very good. Yeah, so first of all, thanks for having me, and good afternoon, ladies and gentlemen. I'm glad so many of you joined during your lunch break or before your lunch break. My name is Fabian Naumann. I'm Senior Quantitative Analyst at ICIS, joining from Karlsruhe, Germany. I do not speak French, so this presentation is in English, and I'm trying to join the discussion afterwards as good as possible. In this short presentation, I would like to give a brief overview of when and how negative prices arise. Due to the time restrictions, I do not have a fixed agenda, so let's do not waste time and talk about negative prices. The first question I want to answer is, how have negative prices developed? And this aims to provide a better understanding of the topic. So let's first have a look at the last 5 years. The rise of negative power prices is visualized by this graph. So we can see that the occurrence of negative prices in the period 2020 to 2024 happened, and this is the rise of negative power prices in the day-ahead market. So after a big dip in the energy demand in 2020 due to the coronavirus and the resulting lockdowns, it seemed that negative prices tend to disappear in France in 2022. But due to the energy crisis and other effects after 2022, negative prices have skyrocketed. And compared to the previous year, 2023, again, the numbers more than doubled. The question now becomes, is this a unique phenomenon happening in France, in the French market,
or is it? Can we notice the same effects in whole of Europe? So we can see that the impact in 2022 to 2023 is coming from the energy crisis, which led to an acceleration of renewables over the whole of Europe, as well as some demand destructions. So what is happening on an EU level? On the left-hand side, you see the France again, the numbers of negative prices. On the right-hand side, you see the European numbers. And if we compare these two graphs, we can see that the trend is almost identical if we compare France numbers to European numbers. So it is not a unique situation happening in France, and negative prices have become an increasing feature of European power markets. If we now break the European numbers down into negative prices per country for 2024, we can say that France has, let's say, a normal level of negative hours. We see on the left-hand side Finland and the Sweden zones, while on the right-hand side we see Great Britain, Romania, Bulgaria, which show very little negative hours. So France shows negative numbers which are relatively close to the neighboring countries such as Germany, Belgium, and the Netherlands. And in Finland, which is leading the number of negative hours, this is due in part to large hydro and nuclear capacity, and a sizable portion of which is must run. This is amplified further this year, or in 2024, by high snowmelt and rainfall, compared with the flexibility capacity of the reservoirs. But let's have a look at this later. This graph displays the average negative price in 2024 per country. And again, we can see that the France numbers cannot be categorized as extreme in the EU context. So we see, again, we're pretty close in France to German numbers, Poland numbers, while Switzerland here marks the highest negative prices. On the right-hand side, we see, for example, Finland again. So Finland shows a high portion of negative prices, but the average negative price is relatively low compared to EU numbers. So negative prices occur and the future of European power markets, but now the question becomes why? In a nutshell, supply exceeds demand for power, an imbalance between supply and demand. So it is a situation characterized by oversupply of electricity compared to demand. And in this time, it is not the seller, but the buyer of a product who is paid. In these terms, it's energy. So first, to get a better understanding of what causes negative prices, let's dig a little bit deeper into when do negative prices occur. First, we want to better understand when these negative prices occur. And what we can see if we compare the numbers here for negative prices by month is that we can see an increase in almost all months, but we see big jumps in summer and especially in the shoulder months, such as April and May. So overall, these negative numbers happen in times of high renewable infeed. If we now combine the negative prices per month and add 2024 demand shares, we can clearly see the demand reduction during this summer period here. And shoulder months, such as April and May, benefit from the combination of a higher solar or wind infeed in combination with lower heating and lower cooling demand.
So it's a combination of high renewables and low demand that drives negative prices. And this is not only typical for the French market, but we see similar effects in other countries as well. If we look at the share of negative prices and analyze this a little bit further, so let us zoom in a little bit more and analyze the weekend and work week days. And this result is not surprising. We can see that demand is lower on weekends, and this is why negative prices are more dominant on these days during the weekend. Looking at the share of negative prices by hour, we can see that, of course, the lion's share of negative prices occur during midday, so at 1 p.m. UTC time. So this peak in negative prices coincides with the solar generation, which also reaches its maximum in the early afternoon. Moreover, we can see that there's low demand during the early afternoon. If we now compare the situation in France with Finland, as I mentioned before, Finland is leading in negative hours. We can see a different pattern in when negative prices occur. In Finland, the driver is hydro and wind generation. So we do see these negative prices happening in off-peak hours. So often a combination of high hydro and wind during off-peak hours and a sign of a lack of available interconnector capacity causes these negative prices in Finland. This graph visualizes the average generation per plant for three price ranges for France: -90 to -60, -60 to -30, and -30 to -0.1. And what this graph shows is that we have inflexible average generation coming from nuclear. Nuclear plants face high shutdown costs that make them almost must-run capacities at most price levels. So they face high costs to ramp up, ramp down generation, so which is why they do not shut down generation and try to keep generating at all time. From the perspective of the plant owner, it makes it economic viable to pay the buyer of electricity instead of shutting down the plant and then restarting it again. So increased French nuclear output as the EDF has overcome all the availability problems also increased the negative prices and increased the inflexible average generation in 2024. In addition, we can identify price incentive renewables. And in Germany, for example, renewables, especially solar, show the highest inflexible generation. So let's have a look at the neighboring country, Germany. In Germany, the picture looks different. Here, the lion's share of inflexible average generation is renewables, mainly solar. So here we can see that 41 gigawatt of renewable generation or solar generation produces in times of very negative prices. So what causes prices to go negative? First, price incentive renewables. So we have subsidized renewables that do not respond to market prices. So they're willing to bid negative prices because they still receive the subsidy payments, which makes it still economic viable to produce in times of negative prices. We have high shutdown costs. So we have large capacities that face high shutdown and start costs, such as nuclear plants. We have a low demand. Most negative prices occur during weekends when the demand is low. And more generally speaking, an inflexible power system. So there's a lack of flexible power plants that can jump
up and down and produce more and less electricity very fast. For example, gas power plants. Demand response, where demand can increase in times of low prices, cross-border connections, as well as storages. Moreover, also interconnectors can set negative prices because the capacities between countries compete against each others. Europe 2024, so summarizing the causes for negative prices for Europe in 2024, we saw a 20% solar generation increase year on year. We saw above average hydro generation and a slow demand recovery. These are the main three factors driving negative prices in Europe. This brings us now to example of countermeasures. I do not want to spend too much time on this. First, to reach the EU 2030 targets, subsidy schemes play a crucial role. So we have subsidies or PPA contracts, and the EU pushed for PPA contracts. So in order to de-risk renewable projects, because when you're an investor and you face negative prices for your solar power plant or wind power plant, of course, this affects your investment decision. So in order to de-risk the renewable projects, the EU pushed for PPA contracts, and we see that both the number of PPAs and the volumes continue to increase every year in Europe. In Germany, there was a change in the Renewable Energy Source Act, EEG. So there's a reduction in subsidies when the prices are negative. So there's a change in the rules from 6 hours when prices are consecutive hours of 6 hours where the price is negative, then the subsidy is reduced to 4 hours and to 1 hour, depending on when the power plant, the solar power plant, is installed. Another point is co-location of solar and batteries in order to have these adjust these fluctuations. So, for example, in Portugal, we saw solar and storage auctions where we have this co-location of solar and battery. So whenever the demand is low, the energy storage can store or produce energy with this cheap solar electricity. So this offers some flexibility by coupling solar with the storage. And in general, facts that increase or which counteract the negative prices, of course, electrification, thereby increasing the demand. And if we think of electric vehicles, which can charge and recharge very flexible in the future, we see a higher demand adjustment here. Just well 1 minute, Fabien, sorry. 1 minute left. Thank you. So storages is another point which are very flexible in adjusting demand and generation. And of course, the cross-border connections, which also helps to bring electricity to neighboring countries and creating new demand from these countries. And this already brings me to the last page, which is our ICIS outlook. So in 2025, we expect Europe to set a new record in negative numbers. So despite the fact that it is unlikely that hydropower generation will reach the same level in 2025 as in 2024, and we will also see a demand recovery in 2024, solar expansion is increasing. So we will see a 16% growth in solar and a 7.5% increase in wind generation, while we only see a very limited new flexibility on the horizon. So we do not see any change in 2025 and expect higher negative prices. The picture looks different in the early 2030s. So due to battery capacities and their electrolyzers to make hydrogen, we expect that negative pricing will largely be solved.
And this outlook brings me to the end of my presentation, and I think we're pretty good in time with this. Thank you. Thank you. Thank you very much, Back to Fabian. you, Stefano. Very clear presentation. Maybe I give the floor to possibly 3 questions, if there are any, and if there are none. So, are there any questions? Yes. So, in the first slide, how come that the number of days with negative prices per year is above 360 days for some countries? Sorry again. Say. In the first slides that you show, yeah. How come that the numbers of days with negative prices per year is above 365 for some countries? This was number of hours, not number of days. It's not days, yeah. It's hours. Okay, that's good. Thank you. So there is no further question. So I believe we switch to the second speaker. So Anne-Sophie, can you? I think Xavier has a question. Maybe Xavier. Xavier, yes. Yes, I was typing my question. I was asking why UK is performing so well despite quite a high level of wind. Yeah, in the UK we see a high share of gas generation, which is relatively flexible, right? So the gas generation can easily adjust their generation compared to, for example, the nuclear power plants in France, which can be seen as must run. Because in Germany, you also have gas. Yeah. So, I mean, I don't believe gas is the answer. It's part of the answer. Would you consider that also storage in the UK? Because they implement quite some enhanced frequency response, so they have flexibility somehow in the grid. They have also some flexibility in the grid. Also in Germany, we have now around 11 gigawatt of batteries installed. However, not all of this capacity is participating in the day-ahead market. But what is really different is, of course, the support scheme in Germany. So we have a very high share of renewables, of which almost 85% receive high subsidies. So there's no incentives to shut down the generation, while in the UK, this is, of course, different. Okay. Thank you, Fabian. Clément, the last question. Hello, everyone. Thank you for your presentation. One question regarding your conclusion, when you say that overcapacity and thus negative price could be fixed by 2030s, in particular, thanks to strong deployment of electrolyzers. What kind of assumption are you considering? Are you referring to the European Commission targets, typically for 2030 gigawatts of electrolyzers that might be considered right now as over-optimistic, or did you take some assumptions, some buffer, not considering such a high deployment of these flexible assets? Yeah, so in our calculations, we assume the information published by the national regulators. So we do expect these numbers to come online. Still, we see some of these issues or some of these projects to be delayed. However, in the early 30s, we see this issue solved. Also, we see, of course, negative prices also give some incentives to batteries, to investors to invest more in these technologies. So in the early 30s, we expect this to be solved. Okay, thank you very much, Fabian. So Anne-Sophie, vous êtes quelque part dans le... Oui, je suis là. Parfait. Bonjour. Bonjour, donc du coup, Anne-Sophie Dession, moi je suis directrice du développement des marchés et de la transition énergétique à la Commission de régulation de l'énergie. Et je suis ravie de partager avec vous aujourd'hui certaines recommandations qu'on a pu formuler dans un papier qu'on a publié sur la thématique en novembre dernier. Alors notre papier commence par une analyse de pourquoi et quand apparaissent les prix négatifs. C'est une analyse bien moins touffue, bien moins complète que celle qui vient de vous être présentée, donc je ne vais pas m'y attarder. Peut-être juste, nous, ce qu'on trouve est effectivement cohérent, donc c'est plutôt rassurant. Et ce que nous, on retient notamment, peut-être un point qui n'a pas été dit, c'est que pour la moitié des heures à prix négatif, en fait, ce sont des heures à prix très légèrement négatifs, c'est-à-dire qu'ils sont compris entre 0 et moins 0,1
euros par mégawattheure. Donc ça, sachant qu'on a quasiment autant d'heures, voire plus, qui sont, elles, très légèrement positives, compris entre 0 et plus 0,1 euro par mégawattheure. On considère qu'il faut probablement gérer ces heures à prix négatif-là, donc très très légèrement négatif, différemment des autres heures à prix négatif. Et donc sur les autres heures à prix négatif, nous on avait trouvé un prix moyen sur le premier semestre 2024 de moins 16 euros par mégawattheure, un prix moyen plutôt stable par rapport à l'année 2023 où on était à moins 15 euros par mégawattheure. Et nous, ce qui va être aussi important dans nos travaux, c'est de savoir que ces heures à prix négatif en France apparaissent pour la moitié d'entre elles, effectivement, sur les heures méridiennes, entre midi et 16 heures, et pour 2 tiers d'entre elles, le week-end. Nous, ça va nous inspirer un certain nombre de travaux pour essayer de faire coïncider, puisque ça a été rappelé, hein, les heures de prix négatif arrivent quand on a trop d'offres par rapport à la demande, essentiellement. Et donc, on va essayer, nous, d'influer et d'essayer de faire coïncider le plus possible demande et production. Peut-être juste aussi, avant d'attaquer les recommandations, nous, ce qu'on a voulu passer comme message et qui nous paraît important, c'est quand même qu'une heure à prix négatif en soi n'est pas problématique. Elle envoie un signal au marché, et le marché est censé, du coup, y répondre. Et notamment, c'est censé permettre le développement de flexibilité, donc soit le développement de stockage, hein, ça a été mentionné comme une des solutions, allier ou rapprocher en tout cas production solaire et stockage. Ça envoie aussi des signaux et on va essayer par exemple de faire coïncider via les signaux tarifaires qui arrivent aux consommateurs, comme je vous le disais, de la consommation et la production. Donc on a tout un chantier qu'on a lancé pour mieux placer les heures creuses, les fameuses heures creuses du TURP, pour en mettre certaines sur les heures méridiennes. Comme ça réglera déjà une partie de ces heures à prix négatif. Donc c'est pas forcément problématique en soi. Celle qu'on a voulu régler via les recommandations sur les mécanismes de soutien, c'est les heures à prix négatif en fait qui se forment parce qu'on a un comportement biaisé des acteurs. Et notamment, on a un comportement biaisé de certains de nos parcs ENR, et notamment ceux qui sont sous obligation d'achat, parce que les parcs qui sont, donc, comme vous le savez, il y a 2 modes de soutien pour les parcs ENR. Les anciens parcs et les plus petits parcs sont sous le régime de l'obligation d'achat, et les nouveaux parcs et les plus gros parcs sont sous le régime du complément de rémunération. Le complément de rémunération aujourd'hui prévoit déjà une incitation pour les parcs à ne pas produire à des moments au moment où les prix sont négatifs. Il y a un certain nombre de mesures pour ça. Et donc, eux, ces parcs-là, effectivement, ne produisent pas pendant ces heures-là. Donc, ce n'est pas eux qui participent à l'excès de production. En revanche, les parcs qui sont sous obligation d'achat, et aujourd'hui, ils représentent une production de 41 TWh en France, ces parcs sous obligation d'achat, eux n'ont aucune incitation. Et donc, eux vont bider à tout prix. Donc, ils vont toujours, à tout moment, proposer leur offre à moins 500, leur production à moins 500, parce qu'ils n'ont aucune incitation à s'arrêter, et que s'ils ne produisent pas, ils n'ont pas leur contrat de soutien, alors que en vrai, si ça avait été un acteur qui n'était pas soutenu et que leur comportement n'avait pas été biaisé, ils auraient dû bider à leur prix marginal, et leur prix marginal, généralement, est proche de 0. Donc, c'est ces problèmes-là qu'on va régler. Donc, le premier des leviers d'action, et donc les 3 premières recommandations, vise justement à régler ce biais-là et donc à agir sur les obligations d'achat en faisant 2 choses, en agissant sur le stock, parce que je vous dis qu'on avait quand même un stock assez important. On en a notamment des gros parcs en obligation d'achat. On va bientôt avoir 2 gros parcs éoliens offshore on a 2 gros parcs éoliens offshore en obligation d'achat et on a certains gros parcs solaires aussi ou éoliens terrestres qui sont raccordés à notre réseau de transport, au réseau de RTE. Et donc, ces parcs-là, on considère que ça vaut le coup que l'État aille renégocier le contrat de soutien pour introduire, comme c'est le cas dans les contrats de complément de rémunération, une incitation à ne pas produire en période de prix négatif. Nous, on est persuadés que ça peut se faire, cette incitation, sans changer le niveau de rémunération global des parcs, donc ils ne seront pas perdants, ils auront juste un profil de production qui sera plus avantageux pour le système. Le deuxième levier pour agir sur nos obligations d'achat, c'est réduire le flux d'obligations d'achat. Donc, de toute façon, il y a déjà des recommandations au niveau européen. Aujourd'hui,
le seuil à partir duquel on passe entre OA et complément de rémunération, c'est 500 kW. Nous, on propose, l'Union européenne dit qu'il va falloir le descendre à 200. On propose d'anticiper cette décision de la Commission européenne et ça, a priori, le gouvernement est plutôt d'accord. Et par ailleurs, on pourrait faire, notamment pour les plus gros parcs qui sont sous OA, parce que jusqu'à 200, on a quand même des parcs qui peuvent gérer des arrêts. Donc, pour la tranche 36-200, on propose de faire ce qu'on appelle des OA plutôt smart, où on pourrait intégrer une incitation à ne pas produire en prix négatif. Donc ça, c'est quand même notre plus gros corpus de recommandations, c'est agir sur ces obligations d'achat qui sont les parcs qui ont le comportement le plus biaisé. Après, nos parcs sous complément de rémunération, comme je vous le disais, eux ont déjà une incitation. Cette incitation n'est pas forcément exactement bien calée. Elle peut aujourd'hui présenter un certain nombre de limites qu'on a identifiées, notamment en fait, dans toutes ces heures, un prix négatif où on est entre 0 et moins 0,1, comme je vous disais, en fait, tout le parc sous complément de rémunération a intérêt à ne pas produire, alors que peut-être que le système en a besoin d'une partie, de la moitié par exemple. Donc, il faut qu'on arrive à changer les modalités de soutien pour permettre qu'une partie du parc, la partie qui est nécessaire, puisse dans ces moments-là quand même produire et recevoir son contrat de soutien. Parce que s'ils produisent aujourd'hui, s'ils produisent en période de prix négatif, ils ne sont tout simplement pas soutenus. Donc ça, c'est un deuxième bout de recommandation, corriger les biais qu'on a pu identifier pour que dans cette zone de prix que je vous disais, qui est une zone de prix très spécifique, l'incitation à ne pas produire soit un petit peu différente. On se rend compte aussi que toutes nos installations de production peuvent avoir des auxiliaires et ça peut être finalement assez contraignant, très contraignant même pour elles, d'avoir l'interdiction formelle de produire totalement pendant les périodes de prix négatifs. Et puis peut-être un dernier bloc de recommandations. Donc ça, je vous parlais du comportement biaisé, éventuellement à cause du dimensionnement des dispositifs de soutien. Nous, on est persuadés aussi qu'avec la part grandissante des ENR, il faut que les ENR participent de plus en plus à tous les mécanismes d'équilibrage du réseau électrique. Et ça passe par une obligation d'envoyer à RTE, qui est chargé d'assurer l'équilibre à tout instant du réseau de programmes de production, ce que ne font pas tous les parcs ENR, et une obligation aussi pour l'ensemble des parcs ENR, enfin, en tout cas les plus gros, à participer aux différents mécanismes de RTE, donc le mécanisme d'ajustement notamment. Et pour ça, pareil, il faut qu'on ajuste un petit peu nos mécanismes de soutien, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas d'incitation à aller sur ces mécanismes-là, parce que l'énergie sur laquelle le soutien de l'État leur est versé n'est pas corrigée des effets, des éventuelles activations sur ces mécanismes. Donc voilà, nous, c'est des recommandations qui nécessitent soit des dispositions législatives, soit des modifications des arrêtés, enfin des cahiers des charges, des appels d'offres, qui nécessitent probablement aussi d'aller renégocier avec des contrats existants. Donc, on travaille avec la DGEC qui partage la majorité de nos recommandations pour les mettre en œuvre au plus vite. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On n'entend pas, Stéphane. Ton micro. Hop. Voilà, merci beaucoup Anne-Sophie de votre intervention et de la précision de ces différents éléments. Comme pour l'intervenant précédent, je vous propose trois questions. J'ai vu que Xavier avait déjà une question, mais il y en aura peut-être d'autres. Donc Xavier, vas-y, je te laisse poser ta question. Oui, j'avais écrit ma question, mais je voulais juste savoir si vous aviez une idée d'à quel horizon de temps on allait voir ce déplacement des heures creuses. Et en fait, comment fait-on? Parce qu'en vérité, ça doit venir d'une offre, d'une modification des offres des fournisseurs d'électricité qui les proposent, entre guillemets. Alors, il y a plusieurs travaux, vous avez raison. En fait, il se trouve qu'aujourd'hui, les heures creuses viennent des heures creuses du TURP. Donc, elles sont fixées par le gestionnaire de réseau, donc Enedis. Dans toutes les offres, quasiment, enfin pas dans toutes, c'est faux et c'est pas suffisamment précis, mais on va dire que 95% des offres des fournisseurs qui envoient des signaux tarifaires heure pleine heure creuse se basent toujours sur ces heures pleine heure creuse du TURP. Donc nous, on travaille en premier lieu
avec le gestionnaire de réseau, donc Enedis, pour décaler ces heures creuses sur une partie de ces heures creuses sur les heures méridiennes. Ça, globalement, c'est quand même un grand chantier ici. Donc, ça va s'étaler, ça va commencer à partir de l'été prochain et ça va s'étaler sur 2 ans. On a besoin de 2 ans pour décaler tout le monde. Une fois que tout ce transfert aura été fait, la Creuse se pose la question même d'aller plus loin et de éventuellement augmenter le nombre d'heures creuses sur les heures méridiennes en été seulement, quand on a énormément de production solaire. Mais ça sera quelque chose qu'on ne verra pas avant 2027. Mais globalement, il faut retenir que ce switch sur les 36 millions de consommateurs, il va s'opérer de manière progressive parce qu'on a des contraintes textiles, il faut programmer, enfin, il faut réaffecter, il y a toute une campagne de communication qui sera gérée par les fournisseurs avant avec les consommateurs. Ça prendra 2 ans entre mi-25 et mi-27. Et après, vous avez raison. Ouais, 2 ans. Comment? Je dis 2 ans pour se mettre en place, pas 2 ans pour que les consommateurs changent leurs usages et leurs habitudes. Non, 2 ans pour que l'ensemble des consommateurs aient vu leur régime d'heures creuses changer. Ça veut dire que le signal qui leur sera envoyé leur permettra de décider de changer leurs habitudes. Tout à fait. Globalement, dès qu'aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs types d'offres. Soit le consommateur a une offre qui envoie un signal tarifaire avec des heures creuses et c'est bien les heures creuses du TURP qui sont répercutées par le fournisseur. C'est ce que je vous disais, c'est que c'est quand même la grande majorité. Là, dès que le consommateur sera averti que ces heures creuses ont changé par rapport à d'habitude, et après, alors après, ça dépend aussi de toute la domotique qu'il aura derrière avec lui, mais soit il y a des choses qui se font automatiques, et dans ce cas-là, les appareils qui se déclenchent automatiquement en heure creuse, type les chauffe-eau, se redéclencheront automatiquement dans le nouveau régime d'heure creuse, soit il faudra reprogrammer s'il n'y a pas de choses automatiques. Après, pour les clients, en revanche, soit déjà ceux qui n'ont aucun signal tarifaire, pour l'instant, cette modification n'aura aucun impact sur eux. Et ceux qui sont dans des offres, les rares offres où les heures creuses ne sont pas les mêmes heures creuses du TURP, là, pour le coup, le changement n'aura pas d'incidence, mais peut-être que ces heures creuses-là sont déjà placées, par exemple, les heures creuses que le fournisseur a choisies sont peut-être déjà placées le week-end ou le midi. Ça, on ne peut pas le savoir. Ok, merci. Il y a 2 autres questions. Ensuite, on passera à la présentation de Xavier. Clément, je te laisse la parole. Oui, une petite question. Donc, en complément de ce qu'on vient d'évoquer comme solution relative à des signaux de prix, est-ce que vous étudiez la possibilité d'avoir un mécanisme de soutien spécifique pour des centrales hybrides? Je pense en particulier, donc typiquement à des centrales solaires avec batterie. Il y a certains pays qui ont mis en place des systèmes avec l'équivalent, on va dire, de CFD à 2 niveaux pour justement avoir une rémunération bonifiée pour l'heure de pointe. Et en fait, même la France l'a fait dans les ADNI. Est-ce que c'est quelque chose qui est regardé au niveau français continental? Et sinon, pourquoi? Les mécanismes de soutien, comme vous le savez, c'est pas la Creux ensuite qui les décide. Après, nous, on regarde comment faire, comment faciliter le développement du stockage. Pour l'instant, nous, on est plutôt dans une logique de s'assurer que les stockages, les batteries ou autres puissent avoir accès à tous les mécanismes qui leur permettent d'obtenir une rémunération. Nous, notre comité de prospective a fait un certain nombre d'études et considère que si les mécanismes permettent bien, type réserve primaire, réserve secondaire, etc., sont bien ouverts au stockage, globalement, les stockages peuvent se développer sans soutien public. Et donc, il n'y a pas forcément besoin de forcer une installation PV plus stockage, puisqu'une installation PV aura de toute façon l'incitation à développer son stockage éventuellement à côté qui pourra être rentable. Après, ça ne veut pas dire que le fait de lier les deux est complètement remis de côté, mais en tout cas, ce n'est pas exactement le modèle qu'on regarde pour l'instant. Ok, merci. Et puis, donc, il y a une dernière question de Emilien Lassara, mais qui est en lien avec la présentation de Xavier derrière, donc, mais je la pose quand même. Avez-vous fait ou prévu une étude d'impact du coût de la faisabilité que représente pour un producteur de 36 à 200 kW de réaliser une coupure en cas de prix négatif?
Alors, on ne l'a pas faite encore. En tout cas, il faut que, enfin, nous, on l'a marqué hein, aussi dans notre papier. Déjà, il faut que ça nécessite pour ces parcs-là, si on leur demande de s'arrêter en période de prix négatif, il faut effectivement qu'ils soient capables d'avoir mis en place des dispositifs qui permettent de gérer ces arrêts. Donc déjà, il faut que si on modifie ces mécanismes de soutien, il faut que le calendrier de modification et la date d'effet du nouveau mécanisme soit compatible avec la mise en place de ces gestions. Après, on regardera effectivement l'équation économique globale de combien ça coûte. Avec la prime de prix négatif, ça devrait aller, je pense. D'accord, merci beaucoup. Du coup, ça fait une belle transition vers la. Merci beaucoup Anne-Sophie, hein, c'était très clair et De rien, très, avec très plaisir. instructif. Et Xavier, donc, je te laisse maintenant prendre la main sur la dernière présentation et sur justement un peu les conséquences pour le secteur PV en France. À toi, Xavier. Merci. Je lance la présentation de mon côté. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Okay. J'imagine que oui. OK. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Les deux interventions étaient effectivement très enrichissantes. J'ai peut-être une petite lecture un peu différente, donc je vais me permettre de pousser le trait un peu plus loin. Au premier ordre, la problématique, et je pense que Fabienne l'a dit tout à l'heure, c'est une problématique générique de non-adéquation entre offre et demande, ou du moins on a une Europe qui est un peu à l'arrêt d'un point de vue industriel, donc les consommations ont baissé et donc il y a un effet ciseau entre finalement des capacités qui s'additionnent pour une dynamique qui est attendue d'une modification de notre système énergétique et de l'autre côté une demande elle qui baisse et donc clairement ça frotte et le prix négatif, on l'a dit, c'est le signal qui le manifeste. Je ne vais pas revenir sur les distributions, on est parfaitement d'accord. Les agences de conseil nous disent que ça va augmenter et effectivement, il y a de fortes chances que dans un premier temps, ça augmente. Je voudrais juste revenir sur une petite précision parce que je pense que pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas forcément une trivialité. Qu'est-ce que c'est qu'un prix négatif? Un prix négatif, c'est un producteur qui décide, au lieu d'être payé pour les électrons qu'il injecte sur le réseau, de donner de l'argent pour qu'on lui prenne les électrons qu'il va produire. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une grosse machine qui réglerait le prix automatiquement avec un curseur, une sorte de bourse qui dirait maintenant c'est ça. C'est des gens qui disent de telle heure à telle heure, je vais injecter ça sur le réseau et je suis prêt à descendre jusqu'à vous payer ce prix-là pour que vous preniez mes électrons. Donc ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire que c'est une volonté délibérée. D'où le fait, effectivement, que finalement, chez nous, en France, et c'est une différence peut-être par rapport à d'autres pays, les prix ne sont pas très négatifs. Parce qu'en fait, on utilise, et je reviendrai sur le on un peu plus tard, on utilise le signal négatif, je passe à moins 0,1 centime pour obliger les systèmes à se couper. En fait, qui sont les acteurs qui sont inflexibles? C'est soit, on va bien le comprendre, si j'ai chargé mon four avec du charbon et que je mets 3 heures à monter en température, je ne vais pas me couper pour 10 minutes ou pour 1 heure. Donc, je ne peux pas me couper. Donc, j'ai l'obligation de maintenir mon four éventuellement en le stabilisant. Mais voilà, donc ça, c'est un exemple. Donc, c'est plutôt les gros systèmes. Ça peut être les barrages aussi qui ont des problèmes. Et ça peut être aussi des systèmes type nucléaire, pas forcément en France puisqu'on a du cliotage, mais dans d'autres pays où il est très compliqué de les découpler. Donc, ils ne peuvent pas s'arrêter, ils ne peuvent pas sortir de la connexion réseau. Pour vous montrer quand même comment ça fonctionne, en fait, Anne-Sophie l'a dit tout à l'heure, on a bien l'opérateur du réseau, RTE, qui doit faire cette planification d'équilibre offre et demande. Et comment il le fait? Eh bien, aujourd'hui, on a quand même, avec une grande expérience, une connaissance assez fine, et on voit qu'en général, les prédictions sont plutôt exactes, de comment va se passer la consommation pendant la journée. Et donc, il va empiler des capacités de production différentes de manière à construire cet équilibre offre-demande. Et puis, quand il y a une heure négative, et l'exemple que je vous montre sur le graphe en est un, eh bien, les centrales
qui, dans leur contrat, doivent se couper, se coupent. Donc ça, je dirais, c'est la courbe orange. Le nucléaire, par exemple, qui lui a du mal à faire du tout ou rien, va anticiper en descendant et puis remonter progressivement. Sur les pilotables, en fait, le parc français, pour presque sa moitié pour le solaire en tout cas, on a 21 gigawatts d'énergie renouvelable à peu près qui sont pilotables, c'est-à-dire qui vont suivre cet ordre de prix négatif et se couper. C'est clair que c'est plus compliqué à implémenter pour les tout petits systèmes, chez les particuliers, etc. En fait, c'est plus compliqué. Ça n'a pas été prévu. Donc déjà, au premier ordre, je pense qu'une des difficultés auxquelles on va se confronter, et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait un dialogue ouvert avec l'administration, c'est que les contrats d'achat qui ont été signés historiquement, qui n'avaient pas anticipé cette problématique des heures négatives, ont été signés. Et que c'est toujours très compliqué de revenir sur des contrats et de dire, vous aviez signé ça, mais finalement, on va vous changer les règles du jeu. Donc, il y a un côté délicat. Par contre, je pense que pour le futur, pour tout ce qui vient, on a affaire qu'à des gens intelligents. Et nous, qui représentons les énergies renouvelables, nous ne sommes pas là pour mettre le système par terre. Nous voulons participer à la création d'un nouveau système plus intelligent, plus résilient. Et intégrer la gestion des heures négatives me semble une priorité. Ce qui veut dire que même pour des petits systèmes demain, si c'est prévu, on parle juste que des commandes numériques aujourd'hui, d'un signal et de répondre à un signal. Et on rentre dans l'ère du digital. Les systèmes de demain doivent être capables de comprendre que quand il y a un signal qui leur dit de se taire, ils se tairont. Je suis assez optimiste de ce point de vue-là. Chez Kilowattsol, on s'est intéressé à ces heures négatives, donc c'est une représentation un peu différente de celle de Fabian, mais qui va montrer à peu près la même chose. Quand est-ce que ça arrive? Finalement, si vous regardez cette courbe qui vous montre à la fois la puissance appelée le gisement solaire, l'irradiance horizontalement et en couleur le nombre de fois qu'on a des heures négatives, on voit qu'on arrive plutôt sur le bas de la courbe, c'est-à-dire quand finalement la demande est faible et l'ensoleillement est fort. Et c'est assez visuel sur ce graphe. Ça a une conséquence, c'est qu'on est en train de détériorer le prix du kilowattheure de nos parcs renouvelables. Et là aussi, ça interpelle. Et ce qui m'a étonné, puis j'ai essayé de comprendre en parallèle l'Allemagne, la France, et on voit bien que sur une courbe verte, qui est une courbe idéale, qui relierait le M0 du solaire, de l'éolien et le M0 total de toutes les énergies, on voit bien qu'on suit à peu près la courbe sur une partie, et puis au bout d'un moment, on décroche. Et le solaire décroche beaucoup plus tôt que l'éolien. On a les phénomènes à peu près identiques en Allemagne et en France. Simplement, en France, on décroche très tôt. Et qu'à partir de 5 gigawatts à peu près d'injection en France, on commence à se séparer de la courbe. Ce qui veut dire que le signal que la mécanique brûle, que la mécanique chauffe, il arrive très très tôt chez nous. Ce qui m'a interpellé aussi, c'est cette distribution des prix et de faire cette comparaison France-Allemagne, puisqu'à la fin du compte, on est des pays, on va dire, somme toute, de taille à peu près similaire. Et c'était assez intéressant de faire l'exercice. Alors, ce graphe est compliqué à lire. Si je le zoome, voici l'Allemagne, où on voit la distribution des prix. Alors, je l'ai réduite parce que c'est l'Allemagne qui a la queue de comète vers le haut et vers le bas qui va le plus loin. Mais pour essayer de comprendre, c'est plus facile de zoomer sur cette partie centrale. Et on a un prix moyen centré sur 83. Et si je mets la France derrière, on est plutôt plus bas, à 63. Mais avec une singularité pour la France, c'est qu'on a une très forte anomalie centrée sur le zéro, que n'a pas exactement de façon identique l'Allemagne. En termes de nombre d'heures, finalement, les Allemands n'ont pas beaucoup plus d'heures négatives que nous. 352 pour nous, 459 pour les Allemands. Alors que, si je regarde purement la problématique du solaire, je le disais tout à l'heure, il y a 21 gigawatts d'énergie renouvelable non pilotable, donc qui ne se coupent pas en cas d'heure négative. Il y en a 85 en Allemagne. Ce qui veut dire que si c'était le problème était exclusivement la non-pilotabilité
d'un parc renouvelable, alors le phénomène devrait être inverse. Les Allemands devraient saturer beaucoup plus tôt que nous. Ce qui est intéressant quand même, si on compare les deux courbes, c'est d'abord, on s'aperçoit que la distribution allemande, donc centrée sur 83, un peu plus élevée, donc il y a un prix moyen allemand plus élevé que nous, donc, où la France a un prix plus bas, et surtout à mi-hauteur plus étroite, c'est-à-dire qu'on a une gaussienne plus ramassée en Allemagne que la nôtre. Or, la nôtre étant plus basse et plus étalée, elle vient beaucoup plus vite rebondir sur cet écran virtuel du zéro. Et donc, chez Kilowattsol, comme notre passion, à part le solaire, c'est la R&D, on a commencé à faire tourner les modèles en se disant, c'est quoi la raison? Au départ, on a pensé que c'était peut-être un repli spectral, c'est une théorie qu'on trouve en énergie quantique, mais c'est les premières idées qui sont venues. Sans doute plutôt, on pense que ça serait un seuillage statistique. On est en train de travailler sur les modèles et je pense qu'on va arriver à avoir quelque chose qui va nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de ces heures négatives et peut-être d'aider à les anticiper. Voilà. Quelque chose, et ce travail ici, cet écran, les documents qui nous ont permis de les refaire viennent de la Creux. Il y a, à mon avis, aussi c'est quelque chose qui est important de comprendre. C'est que le marché français, ce qu'on appelle le marché, le market sur le graphe qui est ici, est relativement petit. Parce que dans l'absolu, dans la manière historique dont la France est organisée, et je ne la remets pas en cause, elle est notre culture, elle est d'où nous venons. On a un acteur historique qui finalement fabrique 84% des électrons français, dispose, parce qu'il est l'acteur historique, sert à peu près 60% des clients français et doit fournir, c'est les règles du jeu puisqu'il a le monopole entre guillemets de l'outil nucléaire national, a l'obligation de fournir à peu près 130 TWh d'AREN. Ce qui veut dire que grosso modo, il y a deux mondes, il y a le monde d'en bas et le monde d'en haut. Et le monde d'en haut, le système, le marché, il est fait, pour faire très simple, de deux composantes d'entrée et de deux composantes de sortie. Les deux composantes d'entrée étant EDF obligations d'achat et les importations. Et les composantes de sortie sont les exportations, gros succès français cette année, et le complément d'électrons dont les producteurs indépendants ont besoin au-delà de l'AREN. Et finalement, dans un système tout petit, dont trois des composantes sont parfaitement corrélées. S'il y a du soleil, il y a des chances qu'il y ait du soleil chez nos voisins, ce qui veut dire que les imports, les exports et EDF, obligation d'achat, sont en saturation, et que s'il y a du vent, pareil, etc. Et s'il n'y a rien, eh ben, etc. Ce qui fait qu'on a un système qui frotte beaucoup plus souvent. Une minute, hein, Xavier. Pardon? J'ai fini. Une minute encore. C'était mon dernier slide. Et donc, je pense qu'on a quelque part un problème de market design. Et j'en arrive à ma conclusion. Oui, les phénomènes des heures négatives pourraient continuer à l'avenir. Les solutions, comme je l'ai dit, et c'est pour ça que je pense que l'histoire de déplacement des heures creuses, c'est au premier ordre la priorité numéro 1 à faire. Et la refonte du marché, c'est que ce que disait le graphe de Sankey précédent, c'est que finalement, si on élargissait la taille de ce marché en ayant une meilleure participation au jeu de l'acteur EDF, sans doute serions-nous moins sensibles à ces heures négatives. Last but not least, et à mon avis c'est le plus important, j'entends beaucoup d'attaques sur les renouvelables et le solaire. Nous sommes les heures négatives, c'est à nous, c'est la faute, etc., etc. Encore une fois, je fais écho aux animaux malades de la peste. Vous savez que c'est une poésie qui m'est chère de La Fontaine. Nous haro sur le baudet, comme d'habitude, et donc à nous de montrer que finalement, nous ne sommes peut-être pas la cause du mal, mais peut-être aussi pour demain une des solutions à un nouveau monde. Merci beaucoup, Xavier, pour la présentation. Y aurait-il une ou deux questions à prendre? Ou là, Xavier a été tellement clair qu'il n'y a pas de… Non, j'ai l'impression que c'est pas de, il n'y a pas nécessairement de questions. Moi, j'en ai peut-être une, mais je sais pas si, je suis pas sûr que. Voilà, moi, une de mes questions, c'est qu'est-ce qui va se passer quand Flamanville va vraiment déverser ses électrons sur le réseau? Et j'imagine que ça va pas faciliter les choses, hein, puisque ça va rajouter encore
de la puissance nucléaire dans le système. Exactement. En fait, sur ce point-là, et c'est très bien que Flamanville soit en route, hein, j'ai pas de problème avec ça, mais clairement, c'est vrai que la difficulté qu'on a, en tout cas nous, au niveau du solaire, c'est que le facteur de charge, le capacity factor d'une centrale photovoltaïque en France est toujours aux alentours de 14-15%. Celle d'une centrale nucléaire dans les 60 et quelques pourcents, 70, ça va dépendre de un certain nombre de paramètres, ce qui veut dire qu'on a un facteur 6 entre un gigawatt solaire et un gigawatt nucléaire. Donc les 1,6 gigawatts de Flamanville sont 6 fois plus efficaces que, ça veut dire 2 fois ce que nous avons rajouté en photovoltaïque cette année. Ouais, donc ça va être quand même une grosse. Parfait. Et donc, c'est l'équilibre offre-demande, slide numéro 1, qui pose problème. Ça ne va pas aider les choses. Ça ne va pas aider les choses, exactement. Petite question peut-être technique auquel tu auras la réponse, Xavier. Quelle est la quantité contractualisée au prix du marché en térawattheure ou en pourcentage? C'est une question sur le solaire, c'est ça? Je ne suis pas sûr de comprendre ce que nous Ouais, moi non demande plus, je suis pas sûr de Jean-Louis. comprendre. La quantité contractuelle au prix du marché. On a vu, c'était de l'ordre de 20%. Hein, la partie, c'était ta partie supérieure. Hein, c'est 20%. Oui, c'est ça, de l'ordre de 20%. C'est 100 TWh le marché, la totalité du marché. Et en pourcent, c'est à peu près une vingtaine de pourcents. Ouais. Voilà. Ok, je crois qu'on a répondu. Ok, très bien. Ben, merci. Ben, je vais clôturer la session. On est dans les temps, ce qui est bien. Je remercie. Thank you very much, Fabian, to make the effort to come. I'm very sorry because most of the dialogue and the debate was in French. We didn't succeed in inserting subtitle in English in order for you to be able to follow all these things. But basically, I'll really appreciate very much, and I believe your presentation was pretty much appreciated. So thank you again very much for the effort you made. Anne-Sophie Dessillon et Xavier, je vous remercie encore. Pour tous les participants, je vous encourage à suivre nos travaux Énergie renouvelable pour tous. On va organiser un prochain séminaire. Le sujet n'est pas encore complètement arrêté, mais je pense que ça va être sur le sujet des ZNI, qui est un sujet chaud d'un point de vue politique, mais qui est aussi un sujet important pour la transition énergétique, puisque c'est en général un angle complètement mort de la transition énergétique. Et je pense que Énergie renouvelable pour tous a rédigé un rapport sur le sujet. Et donc, j'essaierai de pousser plus en avant. Je le rappelle aussi, donc ce webinaire a été enregistré. On mettra le lien disponible sur notre site. Et donc, je vous renvoie à Énergie renouvelable pour tous et à toutes nos publications. Merci beaucoup à toutes et tous. Je vous souhaite un excellent appétit et puis à très bientôt, j'espère. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Thank you, Stéphane. It Merci, was a au revoir. pleasure being your guest. Merci, au revoir. Thank you, Merci, Fabien. au revoir. Bye bye. Fabian. Bye. Tschüss.